bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 mars 2021 pour le 226e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui va être encore une fois malheureusement principalement axé sur l'évolution de la situation militaire. Je vais parler un petit peu de l'évolution de la situation économique en Ukraine et je vais de nouveau avoir pendant ce temps-là à Grozny. Non, il semble que Ramzan Kadyrov a décidé de piquer le boulot des comiques de Kiev, donc bon, c'était tellement excellent que je ne pouvais pas vous en priver. Sur le plan militaire, du 27 février au 5 mars 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 28 reprises, soit un peu moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 244 munitions, donc là aussi un peu moins. Mais par contre, en termes de munitions de gros calibre, on a beaucoup plus, parce qu'ils ont tiré quand même 200 obus de mortier de 120 et 82 mm, c'est-à-dire presque le double de la semaine dernière, ainsi qu'une roquette de grade partisan. Je vais y revenir en détail. Il faut y rajouter les 3 violations du cessez-le-feu et les 9 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont endommagé 9 habitations, 4 soldats et 1 policier de la RPD sont morts. Je vais y revenir en détail après. Et on a 2 soldats et 1 civil qui ont été blessés. Les pertes hors combat de la semaine côté ukrainien sont de 2 morts et 17 blessés. Et bon, on l'a vu, le jeu de massacre au niveau tant de nos soldats que de nos policiers ou de nos civils, et vu que ni l'OSCE, ni la France, ni l'Allemagne ne réagissent, les autorités de la RPD ont donné l'ordre à la milice populaire de répondre désormais aux tirs de l'armée ukrainienne. Donc on a commencé. Et donc après le tir qui a fait plusieurs morts parmi nos soldats, on a répondu et on leur a fait 3 morts et 4 blessés parmi les soldats ukrainiens. Et là, pendant que je préparais le site-rep cet après-midi, j'ai entendu que ça tirait. Et d'après les informations que j'ai reçues, il semble que ce n'est pas des bombardements qui viennent du côté ukrainien, c'est des tirs de réponse de notre part. Donc je pense que le bilan la semaine prochaine risque d'être encore un peu plus lourd. Et puisqu'on parle violation des accords de Minsk, je vais reparler déploiement d'armes lourdes, puisque l'Ukraine continue d'accumuler des pièces d'armement près de la ligne de front en violation des accords de Minsk. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 143 pièces d'armement lourd. Donc c'est un peu moins que la semaine passée, mais la baisse n'est pas transcendantale. Surtout quand on regarde le calibre ou le type de pièces d'armement. Parce qu'on a quand même dans le détail 9 obusiers automoteurs MST AS de 152 mm, un obusier automoteur Gvozdyka de 122 mm, 4 canons anti-char Rapira de 100 mm, 2 systèmes de missiles anti-char Concours de 135 mm, 2 systèmes de défense antiaérien OSA, 4 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 2 systèmes de défense antiaérien Shilka, 1 système de défense antiaérien Zushka, un char d'assaut T-64, 55 chars d'assaut T-72, 16 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 33 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 7 automitrailleuses type BRDM, 5 véhicules de transport de troupes type MTLB et 1 véhicule blindé. Et je pense que la liste va s'alourdir dans les semaines qui viennent, puisqu'une nouvelle vidéo a été publiée d'un train chargé de nouveau de pièces d'armement lourds, cette fois en gare de Dnipropetrovsk. La vidéo est pas terrible, mais il y a des photos qui ont été publiées aussi, qui ont l'air de montrer qu'il s'agit de canons ou d'obusiers automoteurs qui, très certainement, se dirigent dans notre direction. Donc je pense qu'on n'a pas fini de battre des records dans ce domaine-là, malheureusement. Je vais reparler des destructions d'habitations. Presque toutes les habitations qui ont été endommagées cette semaine l'ont été le 1er mars, lorsque l'armée ukrainienne a bombardé le village de Signal-Noyer au mortier de 120 mm et aux véhicules de combat d'infanterie. Ces tirs ont endommagé 8 habitations. Il n'y a pas eu de civils directement blessés par les tirs. Par contre, il y a le propriétaire d'une des maisons touchées qui a été à un tel niveau de stress lors du bombardement qu'il a fait une crise cardiaque, il a fallu l'hospitaliser. Moi je me suis rendue sur place, vous pourrez aller voir mon reportage et vous pourrez constater par vous-même que la zone bombardée est une zone purement civile, il n'y a pas de position, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de pièces d'armement lourd, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà sur quoi l'armée ukrainienne tire, c'est quand même magnifique. On pourrait voir, entre autres, on est allé voir une petite babouchka, une petite grand-mère, qui a passé la nuit dans sa maison, sans électricité, et avec la moitié de ses fenêtres qui avaient sauté. Oui, sans électricité, parce que l'armée ukrainienne, en plus de viser délibérément les zones civiles, a aussi délibérément tiré sur un transformateur électrique, faisant sauter l'électricité non seulement à Signal-Noyer, mais aussi au village voisin de Luganskoye.
Voilà, alors qu'on a encore des températures négatives la nuit. Ça s'appelle non seulement un crime de guerre, mais aussi une tentative d'exterminer les gens. Non, c'est beau. Puis là-dessus, la France, l'Allemagne, silence radio. Hein. L'OSCE aussi d'ailleurs. C'est quand même magnifique. Je vous parlais de ce policier qui a été tué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un policier s'est retrouvé tué par des tirs de l'armée ukrainienne? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 3 mars, un peu avant midi, des soldats de la milice populaire de la RPD qui sont basés donc, dans la zone de Promka, cette zone industrielle entre Avdiivka et Yassinovataya, ont signalé qu'ils avaient repéré des enfants entre leur position et celle de l'armée ukrainienne. Donc la RPD a envoyé des policiers, des employés donc, du ministère de l'Intérieur, de la RPD, qui sont rendus sur place pour essayer de trouver les enfants et les évacuer. Et c'est là qu'on a un sniper ukrainien qui a décidé de faire du tir aux policiers. Il a tiré sur le groupe et il a mortellement touché le sergent Vladislav Voïna. Résultat, l'opération d'évacuation a été interrompue, donc je pense que les enfants ont dû s'évacuer tout seuls. Alors malheureusement, c'est un truc qui arrive régulièrement, des enfants qui se retrouvent sur la ligne de front, voilà, ils commencent à jouer et puis ils se retrouvent à un moment dans la zone grise, quoi. Ça c'est déjà arrivé malheureusement plusieurs fois. Souvent ça se termine assez mal d'ailleurs parce que c'est miné. Je rappelle quand même que les tirs de sniper sont interdits tant par les accords de Minsk que par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Donc ça montre bien que l'Ukraine ne respecte pas du tout les accords qu'elle a signés, contrairement à ce qu'elle continue de raconter. Oui, parce que je vais en parler après un petit peu sur la partie diplomatie, mais ils continuent de prétendre qu'ils respectent parfaitement les accords qu'ils ont signés l'année dernière. Tout va bien. Le sergent Voïna a été décoré à titre posthume de la Croix de Saint-Georges, mais bon voilà, il avait une femme et des enfants, donc il laisse une veuve et des orphelins, voilà, tout ça pour avoir essayé d'évacuer d'autres enfants qui se trouvaient dans la zone dangereuse entre les positions des deux armées. C'est le sniper ukrainien qui a fait ça, je sais pas comment il arrive à dormir la nuit, c'est pas grave. Bref. Et puis la 9e habitation qui a été endommagée, elle a été le 4 mars, donc le lendemain. L'armée ukrainienne a bombardé Spartak et le nord de Donetsk avec ce qui semblait être au départ du mortier de 120 mm, donc tôt le 4 mars au matin. Et puis la représentation de l'RPD au sein du CCCC s'est rendue sur place, comme d'habitude, pour constater les dégâts. Parce qu'on les avait avertis qu'il y avait un immeuble qui avait reçu un impact. Et là, sur place, ils sont un peu tombés des nues, parce que c'est pas des morceaux d'obus de mortier de 120 mm qu'ils ont retrouvés, je vous montre les photos. C'est des morceaux de roquettes de grade. Alors c'est des roquettes de grade P, grade partisan. Voilà, donc c'est une roquette de 122 mm, comme le grade classique, sauf qu'elle est tirée par un lance-roquette portatif, que je vous montre maintenant, au lieu du lance-roquette classique sur camion, là, le successeur des Katyusha. Alors c'est un type de lance-roquette qui a été développé par l'URSS au moment de la guerre du Vietnam, parce que pendant la guerre du Vietnam, utiliser de l'artillerie classique, c'était un petit peu compliqué vu la nature du terrain. Les partisans avaient besoin de quelque chose qui pouvait faire autant de dégâts que l'artillerie classique, mais beaucoup plus mobile. Et donc l'URSS a développé ce système de grade P ou grade partisan pour répondre à ce besoin. Donc ils ont créé ce système de lance-roquettes portatif sur trépied, et ils ont adapté aussi les roquettes de grade pour qu'elles puissent être tirées avec ce système-là. Alors c'est un très 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 mauvais signe, puisque les lance-roquettes multiples n'ont plus été utilisées dans le Donbass depuis le 16 mai 2018. Donc là, le fait de revoir des roquettes de grade être utilisées, c'est très mauvais. Mais bon, les photos prises sur place ne laissent aucun doute. Je veux dire, tu peux pas confondre avec autre chose. Le tube de la roquette de grade est aisément reconnaissable. Alors d'après le CCCC, le tir aurait été mené depuis les positions de l'armée ukrainienne situées près d'Opitnoye. Heureusement, ce tir de grade n'a fait qu'endommager la façade de l'immeuble et éclater les vitres, mais il n'y a pas eu de victimes parmi les civils. Mais bon, on a eu déjà un assez gros jeu de massacre. Là, ça suffit. Et donc le civil qui a été blessé dont je vous parlais, il a été là durant les dernières 24 heures. C'est un jeune homme qui a été blessé par des éclats à Staromykhailovka.
aujourd'hui même. Donc, je pense que le bilan de la semaine prochaine, je vous dis, je pense que ça va être le jeu de massacre, on va continuer. Et puis, avec tout ça, certains en Ukraine se sont poussés des ailes, comme l'ancien chef d'état-major, le Viktor Moujhenko, dont vous avez entendu parler pendant des années, qui nous a sorti dans une interview qu'avec l'aide d'un allié fort et loyal, l'Ukraine pourrait vaincre la Russie. Ouais, celui-là, j'ai failli le mettre pendant ce temps-là à Kiev, tellement c'était délirant. Le mec il fume de la bonne, clairement, parce que à part les États-Unis, il n'y a personne qui pourrait vaincre l'armée russe parmi les alliés de l'Ukraine. Et non, Washington va pas risquer d'aller se faire vitrifier pour les beaux yeux de Kiev. Si les États-Unis utilisent la guerre par proxy, c'est justement pour éviter de prendre de tels risques. Washington veut bien faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, voilà, mais pas risquer l'annihilation nucléaire pour ça. Voilà. Cette déclaration délirante a été commentée par l'ancien député ukrainien Alexei Jouravko, que vous connaissez maintenant suffisamment, qui a rappelé que l'Ukraine n'a que des alliés de façade, c'est-à-dire des pays qui sont prêts à filer de l'argent, des instructeurs, des armes ou un peu de matériel humanitaire, faire des grandes déclarations à l'ONU, mais ils n'iront pas se battre contre Moscou. Je veux dire, voilà. Il a aussi quand même souligné un parallèle assez juste, je trouve, qui est que la situation actuelle rappelle celle de la Géorgie juste avant l'offensive contre l'Ossétie du Sud en 2008. Donc je rappelle pour ceux qui auraient raté l'histoire qu'en 2008, la Géorgie a lancé une offensive contre l'Ossétie du Sud pour essayer de récupérer ce territoire qui avait fait sécession en 1991. Le résultat fut un désastre. L'armée géorgienne a été défaite par l'armée russe qui avait en fait des casques bleus sur place, sur le mandat de l'ONU. Et en plus, comme ici, en fait, la plupart des habitants d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie avaient reçu des passeports russes. Et l'armée russe a fini très très près de Tbilissi, à tel point qu'il y a même eu des moments de panique, en fait, où les autorités géorgiennes annonçaient que la prise de Tbilissi par l'armée russe était imminente. Vous voyez le truc, quoi. D'ailleurs, s'ils l'avaient voulu, les Russes auraient capturé la capitale géorgienne sans trop d'efforts. Et donc, face au risque de répétition de ce désastre, Jouravko a conseillé à Moujhenko de faire des stocks de papier toilette. Peur qu'il se chie dessus. Voilà. Il a déclaré que les alliés utiliseront l'Ukraine et la jetteront, mais que personne ne la défendra. Il a dit qu'il n'y aura pas de grande victoire. Je ne vois pas pour l'instant un seul allié accepter de défendre de telles autorités. L'Ukraine n'a que des alliés de façade, l'Amérique par exemple. Tout cela me rappelle les scénarios géorgiens sous Mikhail Saakashvili, c'est-à-dire que tout se terminera de façon tragique. Des gens comme Moujhenko, Zelensky, ils vont finir. Tout se terminera tragiquement, y compris pour eux. L'intégrité de l'Ukraine, au moins à l'intérieur de ses frontières actuelles, ne pourra tout simplement pas être maintenue, et ils seront eux-mêmes jugés comme des criminels de guerre. C'est le scénario auquel je crois. Alors, j'espère quand même que certains en Ukraine vont écouter Jouravko et que l'Ukraine n'ira pas au bout de ses fantasmes de reconquête du Donbass par la force, au risque de devoir affronter cette fois pour de vrai l'armée russe. Mais effectivement, pour l'instant, la situation actuelle ressemble à celle qui prévalait dans les jours et semaines qui précédaient l'offensive de la Géorgie contre l'Ossétie du Sud, donc avec une escalade des tirs dans un sens puis dans l'autre. Comme à l'époque, la Russie a averti que elle n'allait pas abandonner le Donbass. Je rappelle, déclaration de Vladimir Poutine de la mi-février, dont j'avais déjà parlé. Donc j'espère que le message sera reçu 5 sur 5, parce que sinon ça va se terminer dans un bain de sang. Surtout que sur le plan diplomatique, c'est une catastrophe. Là, il y a eu une nouvelle réunion du groupe de contact trilatéral cette semaine. J'ai pas besoin de vous maintenir le suspense, ça a été un échec total. L'Ukraine a utilisé toutes les techniques possibles et inimaginables pour ne pas discuter des points qui étaient à l'ordre du jour. Ils ont même été jusqu'à demander à l'OSCE, tenez-vous bien, de fournir une traduction du russe vers l'ukrainien. Ça fait 7 ans que les négociations sont en russe. Ça pose aucun problème, parce que les représentants ukrainiens parlent très bien le russe, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est d'ailleurs ce que la représentante de l'OSCE leur a gentiment rappelé en guise de fin de non-recevoir. Non, parce que l'OSCE, ils veulent bien jouer les guignols pour eux, mais
À un moment, ils vont pas jeter de l'argent par les fenêtres pour aller prendre des interprètes qui vont faire la traduction ukrainien-russe, alors que Kravchuk et les autres parlent tout à fait correctement la langue russe. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'interprètes pour la comprendre. Voilà. Bon, comme je le disais, les représentants ukrainiens continuent de nier qu'ils violent les accords de Minsk et les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, alors même que même l'OSCE a quand même détecté en 15 jours la présence de 51 chars d'assaut, 132 pièces d'artillerie, 8 lance-roquettes multiples, 18 systèmes de défense antiaérien et 2 systèmes de missiles anti-chars près de la ligne de front. Mais à part ça, les mecs continuent de dire « Non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. On viole pas les accords de Minsk, on viole pas les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. » Bah non, même l'OSCE, il le voit, mais non, c'est pas vrai. D'accord, c'est bien. Ils planent tous là-dedans. Bon, en plus, je pense que ça va pas aller en s'améliorant, vu la dernière déclaration en date de Kravchuk, qui est quand même, je le rappelle, le chef de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral, quand même, qui a déclaré, cet abruti, que des mesures radicales seront prises à l'égard de la Russie si elle ne se reconnaît pas comme partie au conflit dans le Donbass. Non, je vous jure, je vous traduis ce qu'il a sorti textuellement. Il a dit « Si la Russie continue à se fonder sur le fait qu'elle n'est pas partie au conflit, mais seulement un observateur, et à chercher des raisons pour bloquer nos négociations, alors nous pouvons dire que la situation est dans une impasse et qu'elle ne peut en sortir que par des mesures radicales. » Non mais elle bloque rien du tout, la Russie. C'est juste que vos propositions violent les accords de Minsk. Non, parce qu'ils nous parlent encore de sa feuille de route. Ils essayent de pousser pour qu'on accepte leur délire qui viole les accords de Minsk à 75%. Et donc il a raconté, Kravchuk, que la délégation ukrainienne était en train d'élaborer des options pour faire, tenez-vous bien, pression sur la Russie. Lol. Lol. Non mais MDR quoi. MDR. Bon, il a ajouté que l'Ukraine n'allait pas s'appuyer sur les accords existants, mais qu'elle avait l'intention d'exiger une transition vers de nouvelles approches et de nouveaux documents. Non mais mon gars, c'était déjà sénile, là, faut te faire remplacer, là, quand même. Non, parce que vous comptez faire pression comment sur la Russie concrètement? Juste qu'on rigole un peu. Non, parce que vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Je rappelle, l'Ukraine a exigé les accords de Minsk 1 puis 2 parce que on était en train de vous foutre la déculottée. D'accord? Les milices populaires de l'RPD et de l'RPL vous ont foutu la peignée de vos beaux jours. D'accord? Vous avez signé les accords de Minsk en tant que perdant, pas en tant que gagnant. Voilà. Donc, vous avez rien à exiger. Vous avez à appliquer ce que vous avez signé. Point. Barre. Fini. C'est tout. Non, mais vous voyez, les mecs, ils sont complètement à l'ouest de l'ouest d'Éden. C'est... Qu'est-ce que vous voulez négocier avec ça? C'est pas possible. Je vais parler un petit peu situation économique très vite fait en RPD, puisque les autorités ont approuvé une hausse des salaires des ouvriers du bâtiment qui travaillent pour les programmes de réparation ou de construction financés par l'État. Donc leur salaire va passer d'un maximum de 16 500 roubles à 20 100 roubles. Bon, le but c'est clairement d'attirer des spécialistes, parce qu'on en manque parfois assez cruellement, parce que les salaires sont pas assez élevés, donc les mecs, ils ont tendance à se barrer, travailler pendant plusieurs mois en Russie pour se faire de l'argent, et puis ils reviennent après. Donc là, le but c'est vraiment, comme disait Poucheline, d'arriver maintenant au même niveau de vie, tout doucement, que la région voisine de Rostov, pour éviter justement ce genre de problème. Il y a eu aussi une hausse des charges communales chez nous, électricité, gaz, eau, chauffage. Pourquoi? Parce que le but, c'est pareil, c'est de pouvoir augmenter les salaires des travailleurs des entreprises qui assurent en fait ces services, c'est-à-dire les gars qui posent ou réparent les lignes électriques, ceux qui posent ou réparent les canalisations d'eau, de gaz, etc. Parce que clairement ils ont besoin d'une hausse de salaire, donc il n'y a pas le choix, il faut augmenter le prix, surtout que les prix n'avaient pas bougé pendant un bon moment, donc on n'est pas dans la situation de l'Ukraine
où tu as une hausse tous les 3 ou 4 mois des tarifs qui sont absolument dithyrambiques. Donc là, il y a eu une hausse qui a été un petit peu importante pour l'électricité, genre 30%, mais c'est vrai que ça n'avait pas été revu à la hausse depuis un bon moment, donc là, il était vraiment temps de le faire. Dans le même temps, Pouchiline a demandé aux sociétés, parce que bon, les sociétés demandaient ça pour pouvoir augmenter les salaires, mais aussi pour pouvoir améliorer la qualité en faisant plus de réparations, plus de maintenance. Donc là, Pouchiline leur a dit, ouais, d'accord, on vous donne plus d'argent via en fait ce que les gens vous payent, mais il faut que derrière la qualité des services elle suive. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on veut que ça soit vraiment tip top et que la qualité elle soit à la hauteur de ce que payent les gens, quoi. Donc ça c'est pas mal, tu vois, il y a une exigence derrière il a dit voilà ça va être évalué et d'ici les gens se plaignent que la qualité des services ne suit pas, on va vous tomber dessus, quoi. Donc les gens peuvent faire remonter l'information, donc ça c'est pas mal. Autre information, les retraites là, qui ont augmenté déjà de 17% au mois de janvier et en RPD et en RPL vont réaugmenter normalement au 1er juillet de nouveau de 17%, ce qui va porter la retraite minimum à un peu plus de 6500 roubles contre 4800 où on était l'an passé. Vous voyez, donc là on se rapproche maintenant des standards russes parce qu'il me semble que dans certaines régions c'est à peu près ce montant-là qu'il y a pour la retraite minimum, si je dis pas de bêtises. Donc on commence à arriver tout doucement aux objectifs économiques qui avaient été fixés. Voilà, donc ça c'est pareil aussi pour les trolls de l'OTAN qui me parlent de démantèlement économique, de la RPD et de l'RPL avec les industries qui auraient été envoyées en Russie ou je sais pas quelle connerie. J'avais vu passer vite fait un chiffre. L'année dernière, on a exporté en RPD, juste en RPD, pour je crois plus de 50 milliards de roubles de biens industriels. Je parle déjà juste des biens industriels, je te parle même pas des trucs genre matières premières agricoles, si on a exporté du blé ou des choses comme ça, non transformées, je parle non transformées, mais tout ce qui a été transformé, produits industriels, 50 milliards de roubles l'année dernière. Voilà, donc c'est pas mal, quoi, tu vois, je veux dire... pour des républiques soi-disant dont l'industrie est démantelée pour être envoyée en Russie. Ouais, voilà. Bref. Je vais reparler très très vite du coronavirus. En RPD, on en est à 25 287 cas, dont 2081 morts et 17 280 guéris. En RPL, on en est à 3175 cas, 281 morts et 2683 guéris. Et en Ukraine, on en est à 1 394 061 cas, dont 26 919 morts. Et ils ont décrété que jamais ils approuveraient le vaccin russe. C'est bien, ça va... Voilà. Et puis je continue à avoir des plaintes du personnel soignant qui s'est fait vacciner par l'AstraZeneca. Les gens se plaignent d'effets secondaires assez importants et je pense que ça fait que commencer. Voilà. Je vais reparler de l'évolution de la situation en Ukraine sur le plan économique, puisque la crise des factures de charges communales se poursuit. Là, en 2020, ils ont ouvert en Ukraine 50% de dossiers de recouvrement de dettes de plus que l'année d'avant. Voilà, ça vous donne une idée. Quand je vous dis qu'ils sont en train de sombrer dans la banqueroute la plus totale, et qu'on me dit que c'est pas vrai, 50% de dossiers de recouvrement de dettes, rien que pour les charges communales et le logement, en plus, en 2020 par rapport à 2019. Voilà. Soit au total 342 232 dossiers. Ça fait beaucoup quand même. Alors si on fait un total, les dettes de la population ukrainienne en matière de paiement pour le logement et les charges communales, à la fin de décembre 2020, ils en étaient quand même à 73,6 milliards de grivnia, soit 2,2 milliards d'euros de dettes. D'accord ? C'est les factures des particuliers, je te parle. Soit une hausse de 7,5 milliards de grivnia par rapport au mois d'avant. Et puis début 2021, ils ont continué. Ils ont continué la tendance à la hausse. Là maintenant, ils en sont déjà à près de 80 milliards de grivnia, soit 2,4 milliards d'euros. Et d'ici mai, là, les prévisions, c'est 100 milliards. Soit 3 milliards d'euros de dettes de charges communales et de loyers. Bien entendu, ce qui est à l'origine de ça, c'est la hausse continue des tarifs du gaz, du chauffage et de l'électricité. Je rappelle qu'en 7 ans, depuis l'Euromaïdan, entre autres, le tarif du gaz a été multiplié par 10 en Ukraine, quand même. Je dis, c'est pour ça que même si nous, là, on a une petite hausse, c'est rien, je veux dire, comparé à ce qu'ils ont en Ukraine. En 7 ans, le prix du gaz x 10. Voilà, tout va bien.
Et puis malheureusement, plus il y a de mauvais payeurs, et bien en fait plus les tarifs augmentent pour compenser, hein, parce qu'il faut qu'ils aient un budget équilibré. Donc c'est les bons payeurs qui payent pour les autres, qui assument toute cette charge financière. Résultat, ces hausses constantes de tarifs encouragent les gens à soit se barrer à l'étranger pour trouver du travail qui paye correctement, soit s'engager dans l'armée pour combattre dans le Donbass, parce que les soldats qui viennent combattre, les soldats ukrainiens qui viennent combattre ici, ont droit à un abattement de 100% sur les charges communales et le logement. Voilà, donc c'est magnifique quand même. Hein. Bon, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces manifestations contre le génocide tarifaire. Bon, ça a quand même fait peur à Zelensky, qui avait pris une petite mesure provisoire de diminution du prix du gaz, mais cette mesure prend fin de ce mois-ci, fin mars. Donc je pense que dès que ça va repartir à la hausse, ça va recommencer. Bon... Qui dit hausse des impayés, dit hausse des saisies, hein, bien entendu. Vous vous souvenez de l'affaire des petites culottes qui avait été mise aux enchères, hein, c'était pour payer des dettes de charges communales. Hein. Et bien maintenant, les Ukrainiens peuvent voir aussi leur lieu de résidence saisi si la dette dépasse 100 000 hryvnias, soit à peu près 3 000 €. Et puis ça va aller qu'en augmentant l'appauvrissement des Ukrainiens et puis la saisie de leurs biens, parce que dans un scénario optimiste, hein, il est prévu que le prix du gaz va encore augmenter de 20% en 2021, de 10% en 2022 et de 5% par an en 2023-2024. Ça, c'est le scénario optimiste. Dans la réalité, ça va être bien pire. Et ce, malgré le fait qu'en 2020, donc, le prix du gaz a augmenté de 56,3%. C'est énorme. Les tarifs du chauffage urbain et de l'eau chaude vont suivre cette tendance, puisque une bonne partie est obtenue par chauffage par le gaz. Et donc dès cette année, il faudra les payer de 16 à 18% de plus que l'année dernière. L'année prochaine, dès l'année prochaine, la croissance devrait être de 6 à 9% par an, et 2023-2024 de 3 à 5%. L'électricité, elle, devrait augmenter de 38 à 52%, et en 2022, elle augmentera encore de 15 à 20%. Donc je vous dis, c'est hallucinant. Alors le président de l'Union des consommateurs de services publics avait commenté cette hausse de prix en donnant une définition assez fascinante de ce qu'est la classe moyenne en Ukraine. La classe moyenne en Ukraine, selon lui, c'est ceux qui n'ont pas de dette de facture de charges communales. Oui. Alors bien sûr, plus les tarifs augmentent, plus cette classe moyenne rétrécit, hein, puisque y a de moins en moins de gens qui arrivent à payer. Résultat, comme l'a récemment déclaré quand même la vice-présidente de la Rada, hein, d'accord, c'est pas de la propagande russe, c'est la vice-présidente de la Rada, Elena Kondratiuk, qui a dit quand même que le niveau de pauvreté en Ukraine a atteint 50% en 2020. D'accord, vous avez la moitié de la population ukrainienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais tout va bien. Et le Maïdan, c'était la révolution de la dignité. Hurrah! C'est génial. Quelques petites nouvelles en vrac d'ailleurs de l'Ukraine. Je sais pas pourquoi, on n'a pas trop les raisons pour l'instant, mais Zelensky a viré Saakashvili, hein, Saakavis, vous savez, il avait été mis à la tête de ce comité pour les réformes de l'État. Il a été dégagé. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Et les États-Unis ont décidé de mettre Kolomoïski et sa famille sous sanction pour corruption, hein, officiellement, et parce que prétendument ils sabotent les processus démocratiques et les institutions en Ukraine. Désolé, j'arrive pas à me retenir de rire. Bon, en vrai, je vous en avais déjà parlé, mais en fait, Kolomoïski, il est dans le viseur du FMI, de Soros et toute cette clique-là, parce qu'en fait, ils veulent finir de dépouiller l'Ukraine de tout ce qu'il y a à voler, hein, voilà. Donc, de même que là, l'Ukraine est en train de mettre la main sur les avoirs de Medvedchuk, et puis donc de cet autre député là qui possédait les 3 chaînes télé qui ont été censurées. Le plus gros morceau en termes d'oligarques ukrainiens, c'est Kolomoïski, hein, parce que l'Ukrainien moyen, il a jamais plus les moyens de payer ses factures, on en est à saisir ses petites culottes. Donc clairement, je veux dire, les seuls qui peuvent se faire dépouiller maintenant en Ukraine de manière intéressante pour le FMI, Soros et tous les autres requins, c'est les oligarques, c'est les seuls qui ont encore des trucs réellement de valeur, en plus des terres agricoles ukrainiennes. Et donc ils deviennent à leur tour des cibles. Pour l'instant c'est Kolomoïski, parce que c'est le plus gros. Mais les autres vont suivre. Hein, les Pinchuk, les Akhmetov, vous inquiétez pas, vous êtes les prochains sur la liste. Voilà. Et donc je vous le disais, pendant ce temps-là à Grozny,
Pendant ce temps-là, à Grozny, Kadyrov continue de troller, mais pas tout seul, cette fois. Hein. Ramzan Akhmatovitch, franchement, j'apprécie beaucoup votre humour. Mais là, vous êtes en train de voler le travail des comiques de Kiev. Hein, voilà. Là, vous allez les mettre au chômage, là. Les Zelensky, les Mouchenko, les Kravchuk et tous les autres tarés là, qu'il y a à la tête de l'Ukraine. Hein, donc voilà, là, je vous mets parce que vraiment, c'est collector. Je ne peux pas priver mes auditeurs de ça, mais voilà, enfin, monopolisez pas non plus sans arrêt la section humoristique. Alors, il faut savoir que les États-Unis ont mis Evgeny Prigojine, donc cet oligarque russe à qui, je rappelle, vous savez, Navalny, Sobol et FBK devaient 88 millions de roubles après avoir perdu un procès pour diffamation contre une des sociétés de Prigojine, hein, la fameuse société qui gérait plusieurs cantines d'école à Moscou. Et bien Prigojine, qui a aussi d'autres affaires et qui est accusé de détenir la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg, le FBI l'a mis sur la liste des personnes recherchées. Je plaisante pas, hein, je vous montre l'avis de recherche officiel, vous pourrez aller voir sur le site du FBI. Alors, il a été mis sur la liste des personnes recherchées pour avoir prétendument interféré dans les élections américaines, hein, on continue les conneries. Et le FBI offre même, je ne rigole pas, 250 000 $ pour toute information permettant d'arrêter Evgeny Prigojine. Alors, ce dernier et Ramzan Kadyrov étant assez joueurs, ils ont décidé de troller le FBI. Faut avoir des couilles quand même pour le faire. Alors, Prigojine a commencé, hein, il a ouvert la partie, il a fait publier en fait son adresse à Saint-Pétersbourg par le service de presse de son entreprise, Concorde, hein, je vous montre le post sur Contact, et donc l'entreprise a dit, voilà l'adresse à Saint-Pétersbourg de Monsieur Prigojine, merci de nous envoyer les 250 000 $ pour l'information fournie. Bon, il semble que les FBI n'est pas sur Contact et n'a pas vu l'information. Alors Ramzan Kadyrov s'est invité dans l'opération de trollage en profitant de la visite de Prigojine à Grozny, la capitale tchétchène, donc le 4 mars. Il a d'abord posté sur son mur Telegram une photo de lui-même avec Prigojine pour prouver qu'il est bien avec lui en Tchétchénie. Et il a ensuite posté le message suivant que je vous traduis intégralement, accrochez-vous bien. Mes amis, je pourrais être riche d'250 000 $ dans un avenir proche. Il est impossible d'imaginer que le gouvernement américain puisse fournir plus facilement de l'argent. Aujourd'hui, j'ai appris que le FBI est prêt à payer jusqu'à 250 000 $ pour obtenir des informations sur le lieu où se trouve l'homme d'affaires de Saint-Pétersbourg, Evgeny Prigojine. Il serait insensé de passer à côté d'une récompense aussi généreuse, c'est pourquoi je la rends officielle. Evgeny Prigojine me rend visite à Grozny. Avec un sens du devoir civil accompli, je suis prêt à recevoir la récompense bien méritée, sans aucun remords, mais à une condition, je ne la prendrai qu'en espèces. Vous voyez, mes comptes à l'étranger qui contiennent des millions de dollars ont été bloqués en raison des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis, et je dois vivre de quelque chose, alors n'y mettez pas d'argent, je ne pourrai pas le récupérer. Vous feriez mieux de mettre votre récompense dans une valise en billets de 20 $ et de la porter à Grozny par l'intermédiaire de quelqu'un, tout le monde me connaît ici, ils peuvent vous montrer le chemin. Après cela, je vous dirai où se trouve exactement Evgeny Viktorovitch. En ce moment, il est avec moi et n'a aucune idée qu'un voyage au pays des cow-boys l'attend. Comme preuve de mes propos, je joins une photo, seulement n'envoyez pas de faux, je vais vérifier. Bon, malgré le coup de la dernière fois avec le trollage du vice-premier ministre ukrainien, il semble que certains journalistes russes ont toujours pas pigé l'humour de Kadyrov. Et donc, t'as une journaliste de newsinfo.ru qui a demandé à la société Concorde de confirmer si Prigojine était bien l'invité de Kadyrov ou si ce dernier était vraiment prêt à le vendre au FBI pour 250 000 $. Il y a vraiment des gens qui ont cru que Kadyrov allait vendre qui que ce soit au FBI pour 250 000 $. Allô? Non mais sérieusement là les mecs. Bref. Et donc le service de presse a répondu en publiant le commentaire de Prigojine en personne. Je vous le traduis en entier. L'affaire était la suivante. Je marchais à Moscou et des Tchétchènes se sont approchés. Et puis quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans la cave de Kadyrov. Que Dieu le bénisse. Il y a des gens en blouse blanche autour de moi. Ils disent qu'ils vont me cloner parce que 250 000 $, ça ne suffit pas. Maintenant, j'essaye de négocier avec eux pour me vendre en pièces détachées. Ils semblent être prêts à faire un compromis. Ramzan Akhmatovitch est un homme hospitalier.
Bon, la journaliste a enfin compris que c'était ironique, parce qu'elle a mis que la réponse de Prigojine était ironique dans l'article qu'elle a pondu pour finir. Enfin, il aura fallu du temps quand même. Moi j'ai compris dès le machin de Kadyrov que l'autre il est en train de leur faire un trollage puissance 3000 quand même. Bon, voilà. Non mais là il est en forme Kadyrov, je sais pas ce qu'il a là. Et, ouais, c'est la fin de l'hiver, le début du printemps, des envies de troller, tout ça, je sais pas. Enfin, bon, voilà, mais bon, Ramzan Akhmatovic, pожалуйста, laissez-en un petit peu pour les autres quand même, parce que bon, normalement c'était un pendant ce temps-là à Kiev. Là, ça devient un squat du pendant ce temps-là à Grozny. Donc voilà la situation. Situation donc à suivre de très très près sur le plan militaire. Comme je l'avais dit, je vais maintenant me déplacer de plus en plus, faire des reportages sur les zones de la ligne de front qui sont bombardées. Je ne peux pas forcément toujours y aller. Mais je vais essayer au maximum de vous fournir des reportages sur place pour que vous puissiez voir ce qui se passe, avec des vidéos, des photos. Bon, clairement, ce qui se passe, c'est exactement ce que j'avais prédit, c'est-à-dire une accumulation d'armes lourdes, une augmentation lente mais constante des bombardements, principalement contre les zones civiles, mais pas seulement. Vous avez vu le bilan au niveau des victimes militaires de notre côté est assez mauvais. Là, du fait que nous, maintenant, on commence à répondre, clairement, l'Ukraine commence à pousser des cris d'orfraie, vous voyez, ils violent les accords de Minsk, ils violent le cessez-le-feu. Bah oui, mais vous avez commencé les premiers, si tu veux, donc bon, c'est bien d'oublier la moitié de l'histoire en cours de route. Comme les journalistes occidentaux, d'ailleurs. J'ai vu passer des articles à propos de la situation ici. Bon, il n'y a que la moitié de l'histoire, comme d'habitude. Donc voilà la situation. Je pense que l'escalade va se poursuivre, doucement mais sûrement, jusqu'au moment où le temps va le permettre. Parce que pour l'instant, là, il vient de neiger aujourd'hui, donc tu peux pas trop lancer une offensive dans des conditions comme ça. C'est un peu compliqué. Donc je pense que dès que le printemps se sera bien installé, malheureusement, je pense que ça va aller qu'en s'aggravant. Donc on va voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont pousser le délire jusqu'au bout ? Quel cas, la réponse va vraiment pas être sympa pour eux, mais à un moment, il faut arrêter les bêtises. Et d'ailleurs, de plus en plus, est dit ouvertement ce que je dis depuis des années, à savoir que si l'Ukraine lance une offensive, il n'y aura pas de Minsk 3, et par contre, il n'y aura plus personne pour retenir la RPD et la RPL de reconquérir leur territoire, c'est-à-dire les territoires des anciens oblasts de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Certains disent même, voire même d'aller plus loin. D'accord ? Donc à un moment, à force de jouer avec le feu, il faut se méfier côté ukrainien quand même. Donc voilà un peu la situation. Je pense malheureusement que tout ça va se terminer, je pense malheureusement dans un bain de sang. Et que l'Ukraine va très très mal terminer. Je veux dire, là, s'ils se reprennent une énorme défaite façon des Baltsevo, ouais. Là, je pense qu'effectivement l'intégrité territoriale de l'Ukraine sera en jeu. Là, je pense qu'ils vont finir disloqués en petits morceaux. Donc voilà, situation à suivre de très très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.